Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Cozy French. Je suis Léa, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau moment calme et chaleureux. Bonjour tout le monde, moi c'est Mathieu. Je suis heureux d'être là aussi, même si j'ai commencé ma journée par une petite dispute avec une poubelle de tri. Comment peut-on se disputer avec une poubelle ? Je ne savais pas où mettre l'emballage de mon café. J'ai regardé les 3 poubelles pendant 1 minute, comme si je passais un examen. Et tu as trouvé la bonne réponse ? Je crois, mais je n'attends pas encore les résultats officiels. Dans The Cozy French, nous parlons de la vie quotidienne, de nos émotions et de sujets qui nous concernent tous, avec un français naturel et accessible. Alors, installez-vous confortablement. Vous pouvez nous écouter en marchant, dans les transports, ou en regardant cette bouteille vide que vous devez recycler depuis 3 jours. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit geste très simple. Pendant cet épisode, observez un objet que vous utilisez souvent et demandez-vous d'où vient-il et que deviendra-t-il après ? Ça peut être une bouteille, un sac, un vêtement, ou même ce téléphone que vous tenez peut-être en ce moment. Puis racontez-nous dans les commentaires une habitude écologique que vous avez déjà, même si elle vous semble petite. Pas besoin d'être parfait. Éteindre une lumière inutile compte aussi. Et si nos conversations vous aident à progresser en français, pensez à vous abonner et à partager cet épisode avec une personne qui aime la nature. Ou avec quelqu'un qui laisse toujours couler l'eau pendant qu'il se brosse les dents. Avec délicatesse, Mathieu. Bien sûr. Pas besoin d'envoyer le lien avec le message « Ceci est pour toi ». La semaine dernière, je me promenais dans un parc près de chez moi. C'est un endroit où je vais souvent pour lire ou simplement respirer un peu. Ton petit coin de calme au milieu de la ville. Oui, mais cette fois, j'ai remarqué quelque chose. Il y avait moins d'oiseaux que d'habitude. Tu es sûr ? Peut-être qu'ils avaient une réunion ailleurs ? C'est possible. Mais j'ai aussi vu beaucoup de déchets près d'un banc, des gobelets, des emballages et un sac en plastique dans les buissons. Là, les oiseaux ne sont probablement pas responsables. Non. Et je me suis demandé pourquoi nous remarquons parfois la nature seulement quand elle commence à disparaître ou à changer. C'est vrai. Tant qu'un parc est propre, qu'une rivière coule et qu'un arbre donne de l'ombre, on trouve cela normal. Puis, un jour, l'eau est sale, l'arbre est coupé, ou l'été devient difficile à supporter. Et soudain, l'environnement n'est plus une idée lointaine. C'est notre rue, notre santé, notre quotidien. En français, on dit souvent « prendre soin de quelque chose ». Cela signifie protéger cette chose et lui donner de l'attention. Comme prendre soin d'une plante, d'un animal ou d'un lieu qu'on aime. Exactement. Mais peut-on vraiment prendre soin de la planète avec seulement quelques gestes individuels ? Honnêtement, j'ai parfois des doutes. Je trie une bouteille, puis je vois une énorme quantité de déchets dans la rue. Je comprends. Pourtant, je ne crois pas que l'inutilité des petits gestes soit une bonne raison pour ne rien faire. Moi non plus. Mais je pense qu'il faut parler aussi des entreprises, des villes et des décisions collectives. Bien sûr, la responsabilité ne repose pas uniquement sur les individus. Alors, la vraie question n'est peut-être pas seulement pourquoi protéger l'environnement, Mais aussi, qu'est-ce que nous voulons encore pouvoir voir, respirer, transmettre et aimer dans quelques années ? et là, même ma petite bataille avec la poubelle commence à avoir un peu plus de sens. Quand on parle d'environnement, on pense souvent aux grandes usines ou aux océans remplis de plastique. Oui, rarement au yaourt qu'on mange debout devant le réfrigérateur. Pourtant, chaque objet de notre quotidien a une histoire avant d'arriver chez nous. Même mon yaourt ? Même ton yaourt. Il faut produire les ingrédients, fabriquer le pot, transporter le produit, le garder au frais. Et ensuite, moi, je le mange en 3 minutes. Voilà, nous voyons surtout le moment où nous utilisons un objet, pas tout ce qui s'est passé avant. Ni ce qui se passe après, quand on le jette. Exactement. Le mot « jeter » est simple, mais il donne parfois l'impression que l'objet disparaît. Alors qu'il change seulement d'adresse. C'est une bonne manière de le dire. Il va dans une poubelle, puis dans un camion,
un centre de tri ou ailleurs. Parfois, je me demande si connaître toute cette histoire ne devient pas fatigant. Pourquoi? Parce qu'on peut culpabiliser pour tout. Prendre le métro, acheter une chemise, commander un repas. Je comprends. Mais le but n'est pas de vivre dans la peur de chaque choix. Heureusement, sinon faire les courses deviendrait une crise philosophique. On peut simplement apprendre à regarder nos habitudes avec un peu plus d'attention. Par exemple, acheter moins souvent des objets qu'on utilise une seule fois. Oui, ou réparer quand c'est possible, choisir quelque chose de durable et éviter le gaspillage. Gaspiller, c'est utiliser quelque chose inutilement ou en perdre une partie. Exactement. On peut gaspiller de l'eau, de l'énergie, de la nourriture ou même du temps. Dans ma famille, mon grand-père détestait jeter le pain. Il en faisait quoi? Du pain perdu. Quand le pain était trop sec, il le trempait dans du lait et des œufs, puis il le faisait cuire. Une délicieuse méthode écologique. Lui ne disait pas que c'était écologique. Il disait seulement « on ne jette pas ce qui peut encore servir ». Cette phrase montre qu'autrefois, beaucoup d'habitudes venaient surtout de l'économie et du respect des ressources. Oui, il réparait aussi ses outils au lieu d'en acheter de nouveaux. Aujourd'hui, certains objets sont moins faciles à réparer et notre manière de consommer a changé. Tout arrive vite. Un clic, une livraison, un emballage, puis parfois un retour. La vitesse rend l'histoire de l'objet presque invisible. Je reconnais que j'achète parfois quelque chose parce que c'est pratique, sans me demander si j'en ai vraiment besoin. Moi aussi. L'objectif n'est pas de prétendre que nous faisons toujours les bons choix. Mais de créer une petite pause avant d'acheter? Oui, se demander « est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Est-ce que j'ai déjà quelque chose de similaire ?» Ou est-ce que je peux l'emprunter? C'est une bonne idée. Dans certains quartiers, des voisins partagent des outils, des livres ou des appareils qu'ils utilisent rarement. Parce que tout le monde n'a pas besoin de posséder une perceuse qui travaille 10 minutes par an. Et pour les transports, la situation dépend aussi beaucoup du lieu où l'on vit. À Paris, je peux prendre le métro ou marcher. Dans un village, la voiture est parfois indispensable. C'est important de le rappeler. Les choix possibles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, il faut éviter de juger trop vite. Oui, mais quand une option plus simple existe, on peut la choisir plus souvent. Marcher pour un petit trajet, apporter un sac réutilisable, cuisiner les restes. Aucun de ces gestes ne sauve seul la planète. Mais ensemble, ils changent notre manière de considérer les ressources. Et ils peuvent aussi influencer les gens autour de nous sans faire de grands discours. Mon grand-père ne parlait jamais d'empreinte écologique. Pourtant, son pain perdu disait déjà quelque chose d'important. Avant de jeter, regardons si une autre histoire est encore possible. Quand j'étais enfant, ma famille allait souvent passer quelques jours près d'un petit lac, à 1 heure de Lyon. Le genre d'endroit avec des pique-niques, des moustiques et des parents qui disent « mets de la crème solaire ?» Exactement. Mon père préparait des sandwichs, ma mère apportait toujours trop de fruits et mon frère voulait entrer dans l'eau avant même qu'on pose les sacs. Une organisation familiale très efficace. Pour moi, ce lac représentait l'été. Il y avait des roseaux, des libellules, des grenouilles et un petit chemin sous les arbres. Tu y es retourné récemment? Oui, après plusieurs années. J'avais envie de retrouver cet endroit et de marcher sur le même chemin. Et ce n'était plus pareil? Non, le lac semblait plus petit. Certaines zones étaient sèches et l'eau avait une couleur étrange près du bord. Ça a dû te faire un choc. Oui, au début, j'ai pensé que ma mémoire rendait le lieu plus beau qu'il ne l'était vraiment. Les souvenirs font parfois ça. Ils ajoutent du soleil partout. Mais un homme du village m'a expliqué que les étés étaient devenus plus chauds et que le niveau de l'eau baissait souvent. Il connaissait bien le lac? Très bien.
Il venait y pêcher depuis son enfance. Il m'a dit qu'il voyait moins de poissons et que certaines plantes avaient disparu. Là, ce n'était plus seulement ton impression. Non, j'ai ressenti une vraie tristesse. Pas seulement parce que le paysage avait changé, mais parce qu'une partie de mon enfance semblait fragilisée. Fragiliser, ça veut dire rendre quelque chose plus faible ou plus facile à abîmer. Exactement. Et ce jour-là, j'ai compris que protéger l'environnement, c'est aussi protéger des lieux qui portent nos souvenirs. Je trouve ça puissant, parce que les mots comme biodiversité ou changement climatique peuvent sembler très grands. Oui, alors qu'un lac qui disparaît, un arbre qui meurt ou une plage couverte de déchets, c'est immédiatement concret. Moi, j'ai vécu quelque chose de similaire dans le sud-ouest. Près de chez mes grands-parents, il y avait un chemin bordé de grands arbres. Tu y allais souvent? Tout le temps, on marchait à l'ombre pour aller au marché. Un été, plusieurs arbres ont été coupés après une maladie et de fortes chaleurs. Le chemin devait être complètement différent. Oui, il était plus lumineux, mais pas d'une manière agréable. Il faisait beaucoup plus chaud, et le bruit de la route semblait plus fort. Comme si les arbres ne donnaient pas seulement de l'ombre. Exactement. Ils rendaient le lieu calme. Je ne m'en étais jamais rendu compte avant leur disparition. En français, se rendre compte signifie comprendre ou remarquer quelque chose, parfois assez tard. Et malheureusement, on se rend souvent compte de la valeur d'un lieu quand il est déjà abîmé. C'est peut-être pour cela que les histoires personnelles sont importantes. Elles nous aident à comprendre que l'environnement n'est pas séparé de nous. Il contient nos promenades, nos repas dehors, nos vacances, nos odeurs d'enfance. Mais aussi ce que nous allons transmettre aux enfants qui viendront après nous. Oui, il mérite autre chose que des photos accompagnées de la phrase « Avant, ici, il y avait un lac ». Quand je suis repartie, j'ai ramassé quelques déchets près du chemin. C'était un geste minuscule face au problème. Mais ce geste disait quelque chose. Cet endroit compte pour moi. Voilà, protéger commence peut-être par cette relation. On prend davantage soin de ce qu'on apprend à regarder et à aimer. Et parfois, un paysage familier qui change nous rappelle que la nature n'est pas seulement un décor. C'est une partie de notre histoire. Après ce retour au lac, j'ai eu envie de changer toutes mes habitudes en même temps. Mauvaise idée ? Disons que j'ai commencé avec beaucoup d'enthousiasme. Je voulais supprimer le plastique, ne plus gaspiller de nourriture, acheter uniquement local et prendre toujours le train. Une nouvelle Léa écologique, prête à sauver la planète avant vendredi. Exactement. Puis, 3 jours plus tard, j'ai oublié mon sac réutilisable au supermarché. Et tu as pensé que toute ta mission était terminée ? Presque. Je me suis sentie hypocrite. C'est dur comme jugement pour un sac oublié. Oui, mais c'est un piège fréquent. On pense que si on ne peut pas être parfait, nos efforts ne servent à rien. Alors qu'entre tout faire et ne rien faire, il existe beaucoup de possibilités. Tout à fait. En français, on dit « faire de son mieux ». Cela signifie essayer sincèrement avec les moyens que l'on a. Par exemple, je ne peux pas éviter tous les emballages, mais je fais de mon mieux pour en acheter moins. C'est moins abstrait que sauver le monde. Oui. On peut commencer par protéger son quartier, soutenir un marché local ou participer au nettoyage d'un parc. Une fois, j'ai rejoint des voisins pour ramasser des déchets près d'un canal. Tu as aimé l'expérience ? Au début, j'étais un peu gêné. Je ne connaissais personne et je tenais une grande pince comme si je ne savais pas quoi en faire. Une pince demande quelques minutes d'apprentissage. Mais après, on a commencé à discuter. Une dame connaissait l'histoire du quartier, un étudiant venait d'arriver à Paris et un enfant voulait absolument trouver le déchet le plus bizarre. Il a gagné ? Oui, une chaussure seule. Personne ne sait où était l'autre. Ce petit geste écologique est donc aussi devenu un moment de rencontre. Exactement.
À la fin, le canal n'était pas parfaitement propre, mais le lieu semblait déjà plus vivant. C'est important. Protéger l'environnement peut aussi renforcer les liens entre les personnes. On comprend qu'on partage le même espace, même si on ne se connaît pas. En français, on peut parler de bien commun. C'est quelque chose qui appartient ou profite à tout le monde et dont chacun doit pouvoir bénéficier. Un parc, une rivière propre ou un air respirable sont des biens communs. Oui, et quand nous les protégeons, nous pensons aussi aux personnes que nous ne rencontrerons peut-être jamais. Notamment aux générations futures. Cette expression désigne les enfants et les adultes qui vivront après nous. Je n'aime pas toujours les grands discours sur le monde que nous laisserons, mais l'idée reste simple. Laquelle ? Nous avons reçu des lieux, des ressources et des paysages. Nous pouvons essayer de ne pas tout utiliser sans penser à ceux qui arrivent ensuite. Cela ne demande pas d'être parfait, seulement de ne pas vivre comme si nos choix n'avaient aucune conséquence. Et de demander aux responsables politiques et économiques de faire leur part. Absolument. Les gestes personnels sont utiles, mais les changements collectifs sont indispensables. Finalement, on peut agir à plusieurs niveaux, chez soi, dans son quartier et dans la société. Et choisir une action qui correspond à nos possibilités réelles. Une personne peut réduire le gaspillage, une autre peut utiliser davantage les transports publics, une autre peut soutenir une association. Tous ces gestes sont différents, mais ils viennent de la même idée. Ce qui nous entoure mérite notre attention. Et parfois, l'attention est le début de la responsabilité. Merci d'avoir partagé cette conversation avec nous dans The Cozy French. Nous espérons qu'elle vous donnera envie de regarder votre environnement avec curiosité plutôt qu'avec culpabilité. Choisissez peut-être aujourd'hui un petit geste que vous pouvez garder dans le temps. Et surtout, prenez le temps d'apprécier ce que vous voulez protéger. Un arbre, une rue calme, un lac, un jardin ou simplement un peu d'air frais. Parce qu'on protège mieux ce qu'on connaît, ce qu'on partage et ce qu'on aime. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, des autres et des lieux qui font partie de votre histoire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle conversation. D'ici là, n'oubliez pas, notre maison commune n'a pas de poubelle magique où tout disparaît. Cette phrase accepte les limites sans abandonner la responsabilité. Moi, j'ai longtemps pensé que les gestes individuels étaient presque inutiles. Parce que les problèmes sont trop grands ? Oui, je me disais, pourquoi refuser une paille si certaines entreprises produisent des tonnes de déchets ? Et tu le penses encore ? Un peu, mais ma position a changé. Je crois toujours que les gouvernements et les entreprises ont une responsabilité énorme. Moi aussi. Mais j'ai compris que mes choix ne sont pas complètement séparés du système. Ce que j'achète, ce que je demande et ce que j'accepte envoient aussi un message. Et les habitudes individuelles peuvent devenir collectives. Exactement. Une personne apporte sa tasse, puis un café propose une réduction, puis davantage de clients participent. Un petit geste peut donc ouvrir une conversation plus grande. Ah, mais je refuse la culpabilité permanente. Moi aussi. La culpabilité peut nous réveiller un instant, mais elle nous épuise si elle devient constante. Et elle peut créer des comparaisons absurdes. Moi, je recycle mieux que toi. Protéger l'environnement ne devrait pas devenir une compétition morale. Sinon, on finit par juger le voisin parce qu'il a acheté une bouteille en plastique sans connaître sa situation. Certaines personnes ont moins de temps, moins d'argent ou moins d'options près de chez elles. Une famille ne peut pas toujours choisir le produit le plus écologique s'il coûte 2 fois plus cher. C'est pourquoi les solutions collectives sont essentielles. Des transports accessibles, des produits réparables, moins d'emballage et de meilleurs systèmes de recyclage. On peut aussi soutenir ces changements en votant, en signant une pétition ou en participant à une initiative locale. Et dans notre quotidien, nous pouvons choisir 1 ou 2 gestes qui correspondent vraiment à notre vie. Comme prévoir ses repas pour moins jeter.
Emporter une gourde, marcher pour certains trajets ou acheter moins de vêtements. Moi, j'ai commencé à réparer avant de remplacer. Ça fonctionne? Parfois, j'ai réparé une lampe et détruit presque un grille-pain. Il faut peut-être connaître ses limites. Oui, protéger l'environnement ne signifie pas devenir électricien. L'essentiel est peut-être de choisir un geste précis, de le rendre régulier, puis d'en ajouter un autre quand il devient naturel. Plutôt que de changer toute sa vie un lundi et d'abandonner le mercredi. Nous n'avons pas besoin de personnes parfaitement écologiques. Nous avons besoin de beaucoup de personnes imparfaites qui continuent à essayer, à apprendre et à demander des changements plus grands. Plus j'y pense, plus je trouve étrange qu'on parle parfois de l'environnement comme d'un sujet séparé de notre vie. Oui, comme si la planète était un dossier posé sur une étagère. Alors qu'elle est dans l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit et la nourriture qu'on mange. Et dans la température de notre appartement quand il fait très chaud. Protéger l'environnement, c'est donc aussi protéger notre santé et notre qualité de vie. Mais parfois, le problème paraît tellement immense qu'on ne sait plus quoi ressentir. On peut se sentir inquiet, triste ou même découragé. Moi, quand je vois trop de mauvaises nouvelles, j'ai parfois envie de fermer l'écran et de penser à autre chose. C'est compréhensible. Nous ne pouvons pas porter toute la planète sur nos épaules chaque matin. Ce serait très mauvais pour le dos. Mais nous pouvons rester attentifs sans vivre dans la peur permanente. Comment tu fais, toi? J'essaie de revenir à quelque chose de concret. Un lieu que j'aime, une habitude que je peux changer ou une action collective près de chez moi.